Bonjour chers apprenants, bienvenue à votre émission Apprendre à la maison. La séquence d'aujourd'hui, c'est la deuxième séquence de votre cours de français et consacrée à la poésie de la Renaissance. Rappelons-nous, vous avez vu lors de la première séquence, qu'est-ce que c'était la Renaissance? Quel était le contexte qui a amené à la situation, à cette révolution qu'a constituée la Renaissance. Aujourd'hui donc, le cours se propose d'être plus pratique, moins théorique. Nous allons étudier un texte poétique du XVIe siècle. Ce sera le texte de Pierre de Ronsard, comme on voit sur la branche. Un poème qui est tiré du second livre des Amours, le livre 4, en 1578. En guise de préambule, donc, nous vous disons que nous allons aborder le genre majeur de la littérature. Quel est ce genre majeur de la littérature? C'est la poésie. Nous ne l'affirmons pas gratuitement, nous allons être à l'écoute d'un grand écrivain du XVIIIe siècle qui va nous dire qu'un mérite de la poésie, dont bien de gens ne se doutent pas, c'est qu'elle dit plus que la prose et en moins de paroles que la prose. J'ai cité Voltaire dans Mélange de philosophie. Le texte, donc, sujet de notre cours d'aujourd'hui, comme on voit sur la branche au livre des Amours. Voilà le texte, un texte de Pierre de Ronsard, comme on voit sur la branche. Quel est notre objectif en abordant l'étude de ce texte? Nous voulons utiliser une boîte à outils d'analyse du texte poétique. Pourquoi une boîte à outils? Cette boîte, elle ne va pas être seulement valable pour ce texte. Elle sera valable pour tout autre texte qu'on pourra vous proposer. Ainsi, après avoir étudié ce texte, vous devez être à même de répondre à des questions sur un texte. C'est le TSQ, cet exercice que vous connaissez bien et qui est au second tour du bac, TSQ, le texte suivi de questions. L'utilisation de cette boîte à outils va vous permettre aussi de commenter un texte et d'exploiter un texte pour une dissertation. Rappelons, qu'est-ce que c'est que la poésie? Vous l'avez vu dans les classes antérieures que la poésie, chaque fois qu'on vous le demande, vous retournez à l'étymologie pour nous dire qu'elle est création. Effectivement, la poésie, c'est une création verbale. Et que poète de la Pléiade, Ronsard fait preuve de cette création verbale originale en exploitant au maximum les ressources lexicales et sonores qui donnent aux mots plus de sens et de densité que dans leur usage habituel. La poésie, on l'a dit, c'est une création verbale, mais c'est aussi, elle est dotée d'un pouvoir de suggestion. L'écriture de Ronsard montre ce pouvoir de suggestion que Mallarmé, Stéphane Mallarmé, poète symboliste du XIXe siècle, va confirmer. Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. Toujours en guise de rappel sur la poésie, que la poésie, c'est aussi un triomphe sur les contraintes formelles. Parce que le cadre de la poésie est un cadre étroit. Et lorsque le poète parvient à dompter ce cadre-là, son idée a encore beaucoup plus de retentissement. C'est ce que nous allons voir ici dans la pratique du sonnet par les poètes de la Pléiade qui dévoile une virtuosité remarquable. Et un autre poète, toujours les symbolistes du XIXe siècle, nous le confirme. Je cite Charles Baudelaire, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillé, nous dit Charles Baudelaire dans Lettres à Armand Fraisse en 1860. Toujours, on convoque ces poètes symbolistes. Verlaine nous avait dit de la musique avant toute chose.
Et la poésie, c'est la musicalité aussi. Conformément à son origine, le sonnet en tant que diminutif de chanson est pour les poètes de la Pléiade le lieu privilégié de l'union entre la poésie et la musique. Il faut qu'ils savent, au début, elles étaient liées, la poésie et la musique. La poésie, sans les instruments ou sans la grâce d'une seule ou plusieurs voix, n'est nullement agréable. Non plus que les instruments sans être animés de la mélodie d'une plaisante voix. J'ai cité Pierre de Ronsard, rappelle la Renaissance. Qu'est-ce que la Renaissance? Souvenons-nous de notre cours précédent sur la Renaissance. La Renaissance, c'est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Dès le XIVe siècle, les artistes italiens vont ramener au grand jour l'héritage de l'Antiquité grecque et romaine. La Renaissance, qui voit le jour en Italie au XIVe siècle au XIVe et XVe siècle, va se développer en France sous l'influence du roi François Ier, qui va inviter beaucoup d'artistes, des sculpteurs et des peintres italiens en France. Les deux poètes majeurs, Joachim du Bellay, 1520-1560, et Pierre de Ronsard, 1524-1585. Nous allons maintenant, après ces rappels, passer à la lecture de notre poème, objet de notre étude d'aujourd'hui. Ce poème est intitulé « Comme on voit sur la branche ». En fait, c'est le début du poème qui va nous servir de titre. Un poème de Pierre de Ronsard, extrait du second livre des Amours au livre 4, publié en 1578. Ce poème a été écrit à la demande du roi Henri III qui venait de perdre sa maîtresse Marie de Clèves qui est décédée à l'âge de 21 ans en 1574. Mais ce n'est pas la seule cause de l'écriture de ce poème. Il y a beaucoup qui revient au poète qui lui-même a perdu, épris de Marie Dupin. Il chante en même temps la mort de cette jeune fille. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour analyser un poème? Pour analyser le poème, il y a d'abord le travail préalable. Ne vous précipitez pas, ne vous dites pas que je n'ai pas du temps. Vous avez le temps et ce travail préalable va vous permettre de gagner du temps. Parce que avant d'entrer déjà dans le poème, vous avez glané un nombre important d'informations qui vont vous permettre de mieux comprendre le poème. Donc, pour étudier un texte poétique, quel est ce travail préalable? C'est reconnaître, observer, apprécier le texte dans toutes ses caractéristiques. Qu'est-ce qui nous permet de faire ce travail préalable? C'est d'abord le paratexte. On vous l'a déjà appris. Le paratexte, c'est quoi? Ce sont les informations qui n'appartiennent pas au texte véritablement, mais qui gravitent autour du texte et qui lui donnent un éclairage. Deuxième élément pour ce travail préalable, c'est la construction précise du texte. La mise en forme du texte donne déjà une idée de la nature du texte. Si vous avez un poème devant vous, rien qu'à le voir, vous sentez que c'est un poème. Troisième élément, la forme poétique. Si c'est un poème, quelle est la forme qui a été utilisée par l'auteur? Forme fixe, un poème qui est dans un cadre rigide et réglementé, ou bien est-ce qu'il est plus libre avec le vers qu'on appelle libre? Et quatrième élément pour ce travail préalable, les rimes, les sonorités et le rythme du texte. Donc, le travail préalable qu'on se propose de faire, d'abord, nous allons étudier le paratexte. Qu'est-ce que le paratexte? Comment est-ce que nous devons l'étudier? Ici, on a sur notre page un texte, comme on voit sur la branche. Quels sont les éléments qui appartiennent au paratexte? On a d'abord le titre, il appartient au paratexte. Dans certains textes, on peut avoir une insertion de ce qu'on appelle un chapeau. Entre le titre ou bien avant le titre, on vous donne ce qu'on appelle un chapeau qui explique le texte, c'est les conditions qui ont vu naître ce texte-là, l'auteur et le contexte. On l'appelle le chapeau. Autre élément du paratexte, c'est l'auteur,
Pierre de Ronsard, l'œuvre, le second livre des Amours, la date de publication 1578. Tous ces éléments-là nous permettent d'avoir une idée précise du texte. Alors, je vous avais dit qu'on peut parfois insérer un chapeau entre le titre et le texte, ou même avant le titre. Ce chapeau, il est là. On vous dit que comme on voit sur la branche, c'est un poème qui a été écrit sur la demande du roi Henri III qui venait de perdre sa maîtresse Marie de Clèves, décédée à 21 ans en 1574. Ce poème fait aussi un parallèle avec la vie propre de l'auteur Ronsard qui a été épris d'une paysanne, Marie Dupin, morte en 1573. Quelles sont les informations qui nous sont données par ce paratexte? On a déjà vu le titre et maintenant l'auteur, Pierre de Ronsard. N'oubliez pas, vous avez vu dans les classes précédentes, principalement en classe de seconde, le XVIe siècle, la Renaissance, la Pléiade. Et on vous a beaucoup parlé de Pierre de Ronsard. N'est-ce pas qu'on n'étudie pas pour oublier, ce qu'on étudie, c'est pour le continuer avec et le réinvestir dans nos productions à venir. Et maintenant, dès qu'on me dit Pierre de Ronsard, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce que je connais de Pierre de Ronsard? Ah, je me souviens, en seconde, on m'avait dit, né en septembre 1524 et mort en décembre 1585. Il est l'un des poètes français les plus importants du XVIe siècle. Autre élément du paratexte, c'est l'œuvre, le titre de l'œuvre en réalité. On nous dit « second livre des amours ». Le second livre des amours, quand on l'entend, livre, un recueil, oui. Le second, donc que ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais on nous dit des amours. Donc déjà, ça doit être quelque chose de très lyrique qu'il va publier en 1556 et qui sera réédité en 1578. 4.1, le travail préalable. Autre élément pour ce travail préalable, c'est la note en bas de page. Ça fait toujours partie de ce qu'on appelle le paratexte. Et quelle est la note en bas de page qui nous est fournie ici? C'est une note sur la parque. Qu'est-ce que c'est que la parque? On vous en a parlé, peut-être que oui, peut-être que non. Mais ici, on vous dit que les trois parques, c'est Clotho, Lachesis et Atropos. Elles sont dans la mythologie romaine les divinités de la destinée humaine, représentées comme des fileuses. Elles agissent sur la vie des hommes et tranchent le destin de ces hommes. Donc, elles sont le symbole de la fatalité de la mort parce que dès qu'elles coupent le fil, la personne meurt. 3.2, la construction du texte. Comment est construit le texte? Comme on voit sur la branche. Alors, si nous regardons le texte, nous sommes devant notre texte et nous le regardons. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un retour à la ligne, qu'il y a des majuscules au début de chaque ligne, mais aussi que le texte est divisé. Il y a une certaine division du texte. On a des espaces entre des parties du texte. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et on essaie de se souvenir. J'ai 4 vers, que suivent 4 vers, que suivent 3 vers, que suivent 3 autres vers. À quoi ça me fait penser? Que j'ai d'abord un regroupement de 4 vers. J'essaie de me souvenir, c'est le quatrain. Donc j'ai 2 quatrains qui se suivent et j'ai après 2 tercets et avec leur rime. Le travail préalable, donc, la construction, la mise en forme du texte. Comme on l'avait dit, on a 14 alexandrins qui sont organisés en 4 strophes. 2 quatrains et 2 tercets successifs et qui sont liés par la rime. On note aussi qu'on a une alternance de rimes féminines et de rimes masculines qui sont disposées comme suit. A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, E, D. Que nous sommes en présence d'un sonnet. Un sonnet, c'est une forme brève, nous le savons, et cette brièveté
à quoi ça pousse, à rendre compte de la brièveté de la vie et à décrire ce passage rapide, comment l'homme glisse rapidement de la vie à la mort. Mise en forme du poème, toujours, ce sonnet se construit sur une comparaison qui respecte la traditionnelle rupture sémantique du sonnet entre les quatrains et les tercets. Normalement, dans le sonnet, les deux quatrains doivent traiter de quelque chose et les deux tercets doivent être différents. Ici, qu'est-ce que nous avons dans les deux premiers quatrains qui commencent par « comme » jusqu'au vers 8, le poète nous parle de la rose. Dans les deux tercets, qui commencent par « ainsi », il nous parle de Marie. Les deux quatrains, donc, développent le comparant et les deux tercets développent le comparé. Avant de passer à la lecture intégrale du poème, comme on voit sur la branche, il serait bon qu'on ait une attitude qui nous permet de bien étudier le poème. Quand je lis le poème, je dois mettre l'accent sur quoi? À la fin, je dois pouvoir dire quel est le message qui a été transmis par le poète. Que veut dire Ronsard avec son poème? Pourquoi est-ce qu'il écrit ce poème? Je dois pouvoir aussi m'interroger sur les effets que le poème a produits sur moi après lecture. Nous tous, que ressentons-nous quand nous lisons ce poème? Qu'est-ce que nous ressentons? Pour le savoir, lisons ensemble le poème comme on voit sur la branche. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs, au point du jour, l'arrose. La grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battus, ou de pluie, ou d'excessive ardeur, languissante, elle meurt, feuille à feuille, d'éclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tué et cendre tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose. Pierre de Ronsard, second livre des Amours, livre 4, publié en 1578. J'espère que vous avez été attentifs à la lecture de ce poème. Ou est-ce qu'il faut qu'on le reprenne? Je pense que vous avez été assez attentifs. Si oui, on peut avancer. Quelle atmosphère, quelles sont les impressions que vous ressentez à la première lecture de ce poème? Avec cette lecture, il y a une lourdeur qui semble se dégager. La tonalité, elle est pathétique parce qu'elle provoque l'émotion, parce qu'on nous parle de situations tristes, de situations douloureuses. Et donc, ce sont des accents élégiaques. Souvenez-vous, au cours précédent, on vous avait parlé de l'élégie, cette poésie qui parle de la plainte douloureuse, de la mort, des situations tragiques. Donc, on ressent des accents élégiaques dans l'hommage qui a été rendu à la belle défunte à travers l'image de la rose, symbole de beauté, de vie et de mort. Après lecture du poème, nous vous proposons une boîte à outils parce qu'il faut que vous soyez outillés pour pouvoir aborder n'importe quel type de texte poétique. Alors, la boîte à outils que nous vous proposons, elle est constituée de 6 éléments. Quels sont ces 6 éléments de notre boîte à outils? Il y a le système d'énonciation. Ce sont les pronoms personnels, les temps verbaux, les modes aussi. Deuxième élément, la tonalité du texte. Est-ce que le texte que nous avons en face de nous, c'est un texte qui est lyrique, qui est dramatique, qui est pathétique, qui est épique? Ça nous permet d'avoir un autre éclairage sur le texte. Troisième élément, les champs lexicaux. Dans ce texte-là, quelle est la notion
Quels sont les mots qui concourent à une même notion? J'en ai un seul ou j'en ai plusieurs? Donc, l'ensemble de ces mots qui concourent à une même notion, c'est ce qu'on appelle les champs lexicaux. Quatrième élément, l'analyse stylistique. Le style du poète est très important et nous allons voir quelle est sa particularité. Cinquième élément, le rythme et les sonorités. Je vous avais dit, la poésie est indissociable de la musique. Donc, ce qu'on entend est très important. Sixième et dernier élément de notre boîte à outils, c'est la syntaxe et la ponctuation. Comment l'auteur écrit? Comment est-ce qu'il construit ses phrases? Comment est-ce qu'il les ponctue? C'est très important chez Ronsard et c'est ce que nous allons essayer de voir. En appliquant donc notre boîte à outils, premier élément, nous allons voir le système d'énonciation. Comme on voit sur la branche, quel est le pronom qui est utilisé dès le début? On a le pronom « on ». Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Première fleur, belle jeunesse, battue de flux, excessive ardeur, languissante, meurt d'éclose. Récapitulons donc pour la boîte à outils sur le système d'énonciation. On voit donc que le propos devient plus intime, une adresse plus personnelle et plus familière au vers 13. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs. Enfin, la souffrance du poète est mise en évidence par les temps verbaux. Le passé composé et le présent montrent que la mort de Marie est récente et affecte le poète. La valeur de ce temps-là, c'est un présent qui est à la fois de narration et un présent d'actualité. La Parque t'a tué et cendre tu reposes. Troisième élément de notre boîte à outils, la tonalité du texte. La tonalité qu'on ressent ici, c'est une tonalité qui est pathétique. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion à cause des situations tristes, douloureuses et tragiques qui sont évoquées par le poète. On ressent aussi des accents élégiaques. On avait déjà fait le rappel sur l'élégie. On ne revient donc pas là-dessus. Donc, on ressent des accents élégiaques par l'hommage rendu à la belle défunte à travers l'image de la rose qui est symbole de beauté, de vie et de mort. Penchons-nous maintenant sur les champs lexicaux. Quels sont les champs lexicaux dominants? Regardons, comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, la grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Comme vous voyez, on a branche, on a rose, on a fleur, feuille, jardin, arbre. Ces mots-là, si on les met ensemble, à quoi cela vous fait-il penser? On a la même idée? Oui. Ça nous fait penser à la nature. C'est le champ lexical de la nature. Autre champ lexical dans ce texte, on a le mois de mai. On a jeunesse, on a première fleur, on a vive couleur, l'aube. Tous ces mots renvoient au champ lexical de la jeunesse. Un texte assez riche en champs lexicaux. Nous avons le champ lexical de la beauté, avec la rose, le ciel jaloux, la grâce, embaumant, jardin et odeur. Je vous avais parlé de la richesse de ce poème. On a aussi le champ lexical du deuil, obsèque, larmes, pleurs. Quand est-ce qu'on parle de larmes, de pleurs et d'obsèques? C'est le champ lexical du deuil. Et ce champ lexical du deuil qui va expliquer le dernier champ lexical, c'est celui du symbolisme des offrandes. Qu'est-ce qu'il offre à la défunte? Un vase plein de lait et un panier plein de fleurs. Quatrième élément, l'analyse stylistique. Comment est-ce qu'il nous donne des images qui frappent l'esprit et qui restent dans nos têtes? On a d'abord la nature qui est personnifié. Quand le poète parle de ciel jaloux, souvenez-vous de vos cours sur les figures de style. C'est quoi cette personnification? Donner à quelque chose, à une chose abstraite des caractéristiques humaines, anthropomorphes. Le ciel jaloux, comment le ciel peut avoir des sentiments? Donc il s'agit d'une
personnification. La rose aussi est personnifiée. Elle est jeune et elle a une belle jeunesse au vers 3. On a aussi la métaphore. La rose représente ici Marie. Donc, on a une métaphore. Et cette métaphore, elle est filée tout au long du texte. On retrouve Marie sous les traits de la fleur. Et donc, c'est pour rendre encore plus vivace la beauté, la grande beauté et la vie éphémère de Marie, comme celle de la rose. Troisième figure que nous avons ici, nous avons un parallélisme de construction et un chiasme. En sa belle jeunesse, en sa première fleur. Belle, première, jeunesse, fleur. En ta première jeunesse, en ta jeune nouveauté aussi pour Marie. Donc, le parallélisme des constructions, la fleur, belle jeunesse, première fleur, et Marie, première et jeune nouveauté. Toujours dans la rubrique du style de Ronsard, nous avons une image colorée de la vie. Le mois de mai pour renvoyer au printemps au vers 3. On a aussi de sa vive couleur au vers 3. Au vers 1 et au vers 3, la rose dans sa belle jeunesse. Et au vers 1, à rose qui fait écho à la rose. Donc, une image très colorée de la vie. À cette image très colorée de la vie s'oppose une autre image, mais cette fois-ci une image terne et grise. C'est celle de la mort qui est représentée au vers 11 par la cendre. Et enfin, nous avons l'euphémisme qu'une nuance. Au lieu de dire la mort, il dit et cendre, tu reposes. Donc, pour atténuer cette brutalité de la mort au vers 11. Au vers 14, nous avons afin que, vif et mort, ton corps ne soit que rose. L'oxymore, vif et mort. Vous vous souvenez de la signification de l'oxymore? Deux termes de sens opposés dans une même notion. Donc ici, vif et mort, reliés par la conjonction, on a un oxymore. Et que nous donne cet oxymore? C'est une idée de renouveau qui est accentuée par la fusion qu'il y a entre la femme et la mort. Elle meurt, mais on n'a pas une image dégradante ou bien repoussante de la mort. C'est comme s'il y avait une fusion entre la femme et la mort, comme quoi c'était son destin. Analyse du poème. Le rythme, les sonorités, la ponctuation. Autre élément de notre boîte à outils. Alors, concernant le rythme, qu'est-ce qu'on remarque? Plusieurs tétramètres, 3-3, césure forte, 3-3, c'est-à-dire des alexandrins dont le rythme binaire est identique entre les deux hémistiches. Nous prenons comme exemple les vers 11 et 14. Voyons donc ces vers 11 et 14. Vers 11, la Pâque t'a tué et cendre tu reposes. Nous voyons la Pâque, coupe, t'a tué, césure, et cendre, coupe, tu reposes, coupe, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Afin que vif et mort. Coupe forte au milieu, c'est la césure. Ton corps ne soit que rose. Une autre coupe forte que nous avons ici. Concernant les sonorités, quelles sont les sonorités qui reviennent dans ce poème? Comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose. En sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs, au point du jour, la rose. Qu'est-ce qu'on remarque comme sonorité récurrente? Qu'est-ce qu'on voit? Des me qui reviennent. Oui, nous avons beaucoup de me qui reviennent. Mais on a aussi d'autres sonorités. Oui, on a la nasale en et la voyelle ou. L'allitération. Souvenez-vous,
la répétition de même son consonantique et les assonances en A, ou. L'assonance, c'est la répétition de son vocalique en et ou. Qu'est-ce que ça provoque ici? Ça nous donne une sensation de bercement. C'est comme si on nous poussait à une certaine longueur. On voit aussi, pour ces sonorités, au vers 8, le poète nous dit « languissante, elle meurt, feuille à feuille, déclose ». Quelles sont les sonorités qui reviennent dans ce vers? Le « le », devrais-je dire, est très présent dans ce vers. Le « le » qu'on appelle une consonne liquide. Qu'est-ce qu'elle donne au poème? Une sonorité longue qui montre quoi? Que la mort de la rose, elle est lente. Et plus une mort est lente, plus elle est douloureuse. Et donc, ceci renforce le registre pathétique du poème. Au vers 11, on nous dit « la parque t'a tué et cendre tu reposes ». Qu'est-ce qu'on remarque? Quelles sont les sonorités? Surtout les consonnes. Je vois P, R, Q, T. Ces consonnes dures, qu'est-ce qu'elles suggèrent? La brutalité de la mort. Et pourtant, cette brutalité qui est suggérée par les consonnes dures P, R, Q, T semble être atténuée par le deuxième hémistiche. Et cendre, tu reposes. Là, on a plutôt une impression d'harmonie, d'adhésion à ce destin. La syntaxe, dernier élément de notre boîte à outils, la syntaxe et la ponctuation. Si nous comparons les effets de l'emploi de la ponctuation et le rythme qu'il y a dans ces passages, qu'est-ce qu'on voit? Comme on voit sur la branche, donc, maintenant, j'ai tellement l'habitude de lire le poème que vous devez commencer à vous habituer au texte. Quelle est la ponctuation que nous avons ici? Je vous laisse 20 secondes regarder le texte et nous allons voir quel est l'effet de la ponctuation et du rythme. Analyse du poème. Dans notre boîte à outils, donc, on se propose de voir comment est-ce que la syntaxe et la ponctuation donnent du sens au texte. Le choix opéré dans la construction des phrases. Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose. Qu'est-ce qu'on remarque? Que dès le titre, qui est en fait composé du premier hémistiche du vers 1, le poète recourt à une subordonnée de comparaison. Donc cette phrase complexe fonde la structure de ce poème qui est basée sur la métaphore filée. Je vous avais parlé de cette métaphore entre la rose et la femme. Le poème donc est une métaphore filée car la rose représente Marie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette syntaxe? On voit que le poète recourt à l'accumulation. Il a le souci de frapper l'esprit par la variété du spectacle de la nature qui amène le poète à employer plusieurs subordonnées de temps. On voit aussi que le poète renouvelle les parallélismes de construction au vers 11 et au vers 5. Le dernier mot du vers 5, repose, marque l'harmonie de la nature et se retrouve à la fin du vers 11 pour ici représenter la mort. Ainsi, ce procédé donne l'impression que la femme n'est pas du tout morte, en tout cas pas tout à fait. Et maintenant qu'on a étudié notre texte, on s'est penché sur notre texte, on a fait une lecture analytique de ce texte. On va essayer de mettre tout cela en commun pour aller vers un exercice du bac, à savoir le commentaire de texte. Donc la mise en commun. Qu'est-ce qu'il faut après avoir déblayé notre texte de cette façon? Il nous faut formuler les axes de lecture, les 3 axes sur lesquels on va baser notre commentaire. Le premier axe, c'est l'éloge de la beauté. Cet éloge de la beauté, on le voit à travers la jeunesse et la beauté de la rose. On le voit aussi à travers la métaphore filée, la femme qui est ici décrite d'abord sous les traits de la rose.
Deuxième axe de lecture, c'est l'hostilité de la nature et la violence de la mort. Et ça, on peut avoir nos sous-parties suivantes. Le violent déchaînement des éléments de la nature. Deuxième sous-partie, l'irruption soudaine de la mort. Troisième partie, la cruauté de la mort. Troisième axe, la transfiguration et la transcendance de la mort. L'auteur présente et maintenant, il va au-delà du spectacle qui est présenté pour montrer une mort qui est atténuée. Première sous-partie. Deuxième, il y a le symbolisme des offrandes. Et troisième sous-partie, l'immortalisation par la poésie. Vous voyez donc que vous avez beaucoup de matière pour illustrer vos dissertations. La capacité du poète à donner une durée intemporelle aux choses. Chers élèves, nous voici arrivés à la fin de notre présentation du texte de Pierre de Ronsard, comme on voit sur la broche. J'espère que vous avez pu être attentifs et retenir des choses qui vont vous servir dans la poursuite de vos cours. Alors, puisque on n'est jamais trop prudent, je vous propose une petite évaluation pour savoir ce que vous avez retenu de notre présentation. Alors, je vous donne les questions. Pour étudier un texte, il faut au préalable rechercher les figures de style, repérer des indices de temps, repérer les éléments du paratexte. Qu'est-ce qu'il me faut pour étudier un texte au préalable? Quelle est la bonne réponse? Oui, vous l'avez? Oui, c'est la réponse C. Deuxième question, un poème en vers libre. Qu'est-ce qu'on appelle un poème en vers libre? Est-ce que c'est un poème qui n'a pas de strophe? Réponse A. Réponse B, un poème qui n'a pas de rime. Et réponse C, un poème qui n'a ni rime ni strophe. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est la réponse C. Un poème en vers libre et un poème qui n'a ni rime ni strophe. Troisième question. Face à un sonnet, que rechercherez-vous pour l'identifier? A. La structure du poème, c'est-à-dire les vers, les strophes, les rimes. B. Le mouvement littéraire auquel appartient le poète. C. Les thèmes qui apparaissent dans le poème. Oui, vous avez été attentif, vous avez dit. Alors, vous me proposez la bonne réponse? Oui, c'est la réponse A. Quatrième question. Parmi ces auteurs, lequel ne fait pas partie de la Pléiade? Je vous propose 3 auteurs. A. Joachim du Bellay. B. Étienne Jodl. C. Pierre Corneille. Lequel, parmi ces 3 auteurs, n'appartient pas du tout à la Pléiade? Oui, vous avez la bonne réponse? Oui, c'est Pierre Corneille qui n'appartient pas à la Pléiade. Souvenez-vous, c'est un écrivain du XVIIe siècle, c'est un classique. 5. La tonalité adoptée par Ronsard dans le poème, comme on voit sur la branche, comment allez-vous qualifier cette tonalité? Est-ce qu'elle est pathétique? Est-ce qu'elle est comique? Ou est-ce qu'elle est polémique? Oui, vous avez bien suivi. Vous devez être en mesure de me donner la bonne réponse. Oui, la bonne réponse, c'est le texte a une tonalité qui est pathétique. 6e question. Quelle définition correspond à champ lexical? Définissez un champ lexical. Qu'est-ce que vous allez dire? A. Un mot de prononciation identique et de sens différent. B. Des mots de la même famille ou de la même origine. C. Un ensemble de mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. On vous l'a dit, oui, vous vous souvenez et vous l'avez retenu, c'est bien, oui, c'est un ensemble de mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. Quelle est la figure de style contenue dans cette expression? Rendre le ciel jaloux. A. Est-ce qu'on a une allitération?
B, est-ce qu'on a une personnification? C, est-ce qu'on a un euphémisme? Rendre le ciel jaloux. Quelle est la figure? Vous la connaissez? Oui, c'est une personnification que nous avons avec cette figure. 8e question. Pour une dissertation littéraire, le poème, comme on voit sur la branche, peut illustrer A, une idée sur l'engagement du poète, B, une idée sur le lyrisme poétique, C, une idée sur l'évasion grâce à la poésie. Qu'est-ce que ce texte me permet d'illustrer? Oui, je réfléchis et j'ai dit oui. Il s'agit d'une idée sur le lyrisme poétique. 9e question. Pour un commentaire de texte, quels sont les 2 actes de lecture pertinents pour étudier le poème comme on voit sur la branche? Vous prenez A, la célébration de la femme à travers la métaphore de la rose. B, la transfiguration de la mort par la poésie. C, l'évocation de la vie amoureuse du poète. On vous demande de prendre 2 sur les 3 propositions. Quelles sont vos 2 propositions retenues? Oui, il s'agit de la célébration de la femme à travers la métaphore de la rose et la transfiguration de la mort par la poésie. Alors, dernière question. Quel mouvement littéraire du 19e siècle rejette les thèmes abordés par Ronsard dans le poème comme on voit sur la branche? A, le symbolisme. B, le Parnasse. C, le romantisme. Alors, on réfléchit. Oui, le symbolisme. B, le Parnasse. C, le romantisme. Quel est le mouvement qui rejette ces thèmes-là? Oui. Vous avez la bonne réponse? Oui, c'est le Parnasse. Le Parnasse, ce mouvement qui rejette le lyrisme excessif, surtout en s'opposant au romantisme. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir dans les prochains cours. 10 questions, j'espère que vous avez eu tous 20 sur 20. C'est noté sur 2, on se corrige sérieusement. C'est bon? Et maintenant, nous vous proposerons une lecture complémentaire. En fait, c'est un devoir à faire à la maison. On travaille là et maintenant on fait le devoir à la maison. Sérieusement, en utilisant la boîte à outils, en l'appliquant scrupuleusement, s'il vous plaît. On vous a proposé cette boîte à outils. On a lu le sonnet de Pierre de Ronsard. Vous allez vous en servir pour le sonnet. Une louve, je vis sous l'antre d'un rocher, tiré du recueil Les Antiquités de Rome, publié en 1558 par Joachim du Bellay. Alors, après avoir lu le poème, vous allez voir le système d'énonciation comme nous l'avons fait, la tonalité du texte, les champs lexicaux, l'analyse stylistique, le rythme et les sonorités dans ce poème, ce sonnet de Joachim du Bellay. Merci beaucoup, chers élèves. Merci de votre attention. J'espère que le cours qu'on vous a présenté va constituer une mine de ressources que vous pourrez réinvestir dans vos productions ultérieures, que ce soit, on vous l'avait dit, pour l'objectif, la dissertation, pour le commentaire ou pour le TSQ, le texte suivi de questions. Merci beaucoup.